Venez, William, venez me rejoindre. William Queberlé, avant de vous poser quelques questions, histoire de démarrer cette journée, je me dois d'excuser la secrétaire d'État, Delphine Gény-Stéphan, qui est retenue du côté de Bruxelles. Alors, William, vous êtes donc le président de ce Conseil du commerce de France, un organisme que nos amis connaissent bien. C'est quoi les chiffres clés aujourd'hui du commerce, William Queberlé? Avant de vous parler des chiffres clés, moi je vais profiter de remercier l'ensemble des présents d'être là. Je souhaite vous saluer l'ensemble des mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les présidents. Et chers amis, je suis très content de vous voir si nombreux aujourd'hui pour cette 10e édition des États généraux du commerce. C'est un joli chiffre 10. Oui. Alors, les chiffres clés, le commerce, c'est à peu près 900 000 entreprises en France. Et nous avons 3,5 millions de gens qui travaillent dans le commerce, dont 3,1 millions de salariés. Ça correspond à peu près à 13% des personnes qui travaillent en France. Pour vous donner un ordre de mesure, l'ensemble de l'industrie fait 14% et l'agriculture 3%. Et au niveau du commerce, une chose importante, c'est que dans les 2 dernières années, on a encore créé des emplois, à peu près 40 000 comme c'est inscrit sur le tableau. Mais, il y a un certain nombre de mutations, il y a un certain nombre de choses qui vont changer, ça va être le propos de cet après-midi. Et pour nous, il est important de préparer les choses. Donc, l'innovation, et à ce titre, en termes d'innovation, je pense que vous l'avez vu à l'intérieur du hall, je remercie encore l'ensemble du PICOM de nous présenter avec l'ensemble de ses adhérents 20 entreprises qui montrent les innovations par rapport au commerce. Je crois que si vous avez le temps après d'aller les regarder, il y a vraiment des choses intéressantes. Et puis derrière, la formation est importante. William, c'est quoi aujourd'hui les grands enjeux pour les commerçants? Les enjeux dans les commerçants, c'est qu'ils ont à faire face aujourd'hui à 3 révolutions en même temps. C'est-à-dire qu'on s'est toujours habitué à évoluer, à changer, mais là, on a 3 révolutions en même temps. On a le e-business, la vente en ligne, qui correspond, alors ça dépend des marchés, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus importants sur les métiers culturels, on parle de 40%, dans le textile on parle de 15%, dans le jouet plus de 20%. Parfumerie, 8%. Ça c'est quelque chose qui évolue. Aujourd'hui, on dit en France à peu près 8, certains disent 10, et on sait déjà que en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, on est au niveau de 15%. Donc ça, c'est la première révolution. La deuxième, et ça vous le voyez parce que vous êtes des professionnels, mais le grand public le voit peut-être un peu moins, c'est toute la digitalisation, la numérisation des process. Je dirais que c'est l'ensemble des codifications et autres qui font que dans le temps on appelait ça de la productivité. Aujourd'hui, c'est du process beaucoup plus efficace et ça va aller jusqu'à l'intelligence artificielle et ça va déjà, on parle d'assistant vocal et compagnie, ça fait partie de ça. Et puis la troisième révolution, elle est aussi du côté de l'automatisation, de la robotique, c'est surtout en termes de logistique. C'est pour pouvoir transporter l'ensemble des produits. Vous pouvez voir aujourd'hui au niveau des entrepôts, les entrepôts sont de plus en plus automatisés et le parcours des produits le seront de plus en plus. Donc, gestion des stocks, etc. C'est quelque chose qu'on abordera d'ailleurs sur cette première table ronde. Voilà. Donc on a, en tant que commerçant, et ce n'est pas que les grands groupes, c'est à la fois le commerçant indépendant dans un centre-ville, c'est le grand groupe, on a à s'adapter à l'ensemble de ces 3 révolutions en même temps. Et aujourd'hui, finalement, le métier, il est devenu, je dirais, plutôt omnicanal. Ça veut dire quoi, l'omnicanal? Omnicanal, c'est de prendre... Je vais vous parler du client, parce qu'on ne parle pas beaucoup de clients aujourd'hui dans les tables. C'est-à-dire que le client, il a changé ses comportements. C'est-à-dire qu'il y a 5-6 ans, il y avait ceux qui allaient sur le net, c'était vraiment ceux qui voulaient... un peu avant-gardiste. Avant-gardiste, on a toujours comme ça dans des choses de fond. Et puis d'autres qui disaient non, moi jamais, je préfère aller dans mon magasin, voir mon vendeur. 5 ans après, les choses ont complètement changé. On a à peu près 60 à 70%
de l'ensemble des clients qui, sur des choses intéressantes pour eux, vont aller sur le net pour aller voir, pour aller se renseigner, et puis après vont acheter en magasin. Acheter en magasin ou alors le réserver sous forme de click and collect. Mais ils peuvent aussi, à un moment donné, aller en magasin et se le faire livrer chez eux. C'est-à-dire que tout ça, ça existe. Mais si on prend en chiffres aujourd'hui, vous avez 60% des clients qui peuvent regarder sur le web avant d'aller en magasin, mais vous avez aujourd'hui plus de 90% du chiffre d'affaires qui est encore fait en magasin. Mais les choses évoluent. Alors pour accompagner cette révolution que vous nous décrivez à l'instant, le CDCF a publié l'an passé un manifeste avec un certain nombre de propositions. C'était juste avant les élections présidentielles. 5 priorités qui vous tiennent tout particulièrement à cœur, et on va les voir normalement s'afficher derrière nous. La première de ces priorités, c'était instaurer une plus grande équité fiscale entre les différentes formes de commerce. Alors, l'équité fiscale, c'est quoi? C'est d'abord que les entreprises payent leurs impôts sur leurs résultats. Et là, sans aller mettre des noms, on sait bien qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de grosses entreprises américaines qui ont du mal à payer, même pas forcément dans leur pays, qui ont même du mal à payer leurs impôts. Mais je dirais que ça, c'est une chose. Ce qui est plus important, c'est qu'aujourd'hui, le commerce physique a un certain nombre de taxes à payer foncières qui aujourd'hui font que ça devient discriminant par rapport aux ventes faites sur le net. Et donc ce que l'on souhaite, c'est qu'à un moment donné, l'assiette fiscale ne soit plus le foncier, mais que ce soit par rapport au chiffre d'affaires, et qu'à partir de ce moment-là, oui, ça va être compliqué parce qu'il va falloir réfléchir comment les communes vont pouvoir récupérer l'ensemble de ces éléments-là, mais il va falloir bien que l'on passe dans cette étape-là pour qu'il y ait une équité fiscale. Troisième niveau d'équité fiscale, c'est la TVA. Je dirais aujourd'hui, j'étais dernièrement à la Fédération des photographes, 65% aujourd'hui du marché des objectifs interchangeables vient de Hong Kong via Marketplace. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on ne paye pas la TVA. Enfin, je dirais, eux exportent sans payer de TVA. Puis derrière, en petit, derrière, ils vous disent, cher client, allez à la douane payer, bien entendu, cette taxe. Bon. que peu de gens font, on peut imaginer. Oui, ça ne m'étonne pas non plus. D'accord? Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une distorsion de concurrence. Alors, je vous ai parlé de l'exemple là, mais vous l'avez dans le textile, vous l'avez partout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on cherche de l'argent au niveau public. Là, il y a un certain nombre d'argent à aller trouver. Deuxième priorité, William Koeberlé. Je dirais une chose par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, on a eu, depuis le mois de novembre, on nous a dit qu'il allait y avoir une commission sur la distorsion fiscale entre le commerce physique et le commerce digital. Mais elle n'est pas encore en place, cette commission. Écoutez, j'attendais qu'on puisse m'en parler un peu plus, mais je dirais que, les choses vont sur la première priorité, et ça fait bien là, au niveau des médias de parler de ça. Donc là, au niveau des GAFA, il y a quelque chose qui est entrepris. Sur la deuxième, il y a une prise de conscience, et sur la troisième également. Donc là, maintenant, à nous de travailler, mais je dirais que là, le temps est toujours long, parce que d'un côté, on vous dit que c'est des éléments qui doivent se gérer au niveau Europe et qu'il faut un calendrier qui va jusqu'à 2021. Moi, aujourd'hui, si je suis commerçant, c'est mon chiffre d'affaires de la semaine qui m'intéresse. Alors, la deuxième priorité, c'est le coût du travail. Qu'est-ce que vous attendez ou qu'est-ce que vous espérez des pouvoirs publics? L'année dernière, rappelez-vous, on était encore avec le CICE. Donc ce qu'on souhaitait, c'était qu'à un moment donné, on puisse abandonner l'ensemble des charges sur les salaires comme le SMIC, si vous voulez. Bon, donc là, avec l'intégration du CICE, également je dirais que l'abandon de certaines charges salariales, que ce soit chômage ou URSSAF, on va dans cette direction. Donc là, je dirais que d'un côté, ça va dans ce sens-là. D'un autre côté, quand on fait nos comptes, vous savez, nous, on est petits tickets, à la fin, on regarde nos chiffres. Je dirais qu'il nous en manque quand même un petit peu, si vous voulez. Au passage, il y a quelques centaines de millions qui sont passés par là. Mais bon, voilà. Donc oui, ça va dans le bon sens, mais derrière, il en manque un peu. Troisième proposition, William Koeberlé, accompagner la digitalisation du commerce. Qu'est-ce qu'on entend par là, très concrètement? Aujourd'hui, je vais vous répondre par un chiffre, il y a 50% aujourd'hui des commerçants qui ne sont pas présents sur le net.
C'est-à-dire que quand on parle de présence, je ne suis pas en train de parler de vente sur Internet et d'avoir un système de vente. C'est-à-dire que ne serait-ce que d'être présent, ne serait-ce que d'avoir une page Facebook, de pouvoir répondre. 50% aujourd'hui des commerçants ne sont pas là. Il va falloir que l'on puisse aider ces commerçants à comprendre que la première vitrine, c'est comme c'est plus la vitrine qui est dans la rue, c'est la vitrine déportée. Alors on va y trouver. Alors après, on peut aller plus loin. Ça peut être de la présentation de gamme, des conseils, de la possibilité de converser. Et puis il y a un certain nombre aujourd'hui de plateformes qui se mettent en place, ne serait-ce des fois par commune, mutualisées et autres. On peut aller plus loin. Mais le monde, rappelez-vous ce que je vous ai dit au début, c'est 60% des clients vont sur le non-alimentaire, d'abord sur le web, avant d'aller acheter. Si vous n'êtes pas présent, vous perdez 60% d'un trafic potentiel. Donc à un moment donné, l'objectif, c'est de se dire que le commerçant indépendant, qui lui, aujourd'hui, entre la fiscalité, les niveaux de chiffre d'affaires qui ne sont pas forcément au rendez-vous, lui demander d'investir, c'est difficile. Donc c'est pour ça qu'on a demandé la possibilité, comme ça s'est fait au niveau de la recherche, un crédit d'impôt, comme ça s'est fait au niveau de l'agriculture aussi. Vous avez été entendu par les pouvoirs publics sur ce sujet-là ? C'est pas encore le cas. Donc crédit d'impôt, ou alors, si le mot crédit d'impôt ne plaît pas, avoir des systèmes d'amortissement plus favorables. Mais à un moment donné, il va falloir que le comptable, qui est souvent le conseiller du commerçant indépendant, puisse lui dire, écoute, tu as intérêt à investir pour qu'on pousse l'ensemble des commerçants à aller. Les grands groupes, eux, ont compris. Certains grands groupes avec retard, mais maintenant, aujourd'hui, donc là, on s'est beaucoup plus concentré sur les commerçants indépendants. Quatrième priorité, la formation des collaborateurs. On aura une table ronde consacrée à ce sujet. Vous y reviendrez en fin de journée en compagnie du directeur de cabinet de la ministre du Travail. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire sur le sujet ? Non, mais j'attends avec impatience ce moment-là, parce que je pense qu'aujourd'hui, on l'a vu dans l'actualité, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas dites et on ne sait pas forcément l'ensemble des éléments là. Donc j'espère qu'on aura des clarifications, parce que autant l'innovation et autant la fiscalité est importante, ça c'est une chose, autant les entreprises, je le redirai, on fait ce qu'il faut, on ne reste pas les bras comme ça, on y va, mais on a besoin d'un cadre qui nous permette de pouvoir continuer à former nos collaborateurs. Mais on reviendra sur ce sujet après. Très bien. Cinquième priorité, simplifier la vie des commerçants. Ça, c'est un vaste sujet pour le coup. Alors bon, d'un côté, pour être positif, les ordonnances concernant la loi du travail ont été dans ce sens-là, donc on va être très positif là-dessus. Mais d'un autre côté, il y a des exemples comme par exemple nous obliger des commerçants à avoir des caisses parce que soi-disant on aurait pu cacher de la TVA dès le mois de janvier en ne laissant pas forcément un certain nombre de choses. C'est mal passé. Donc il y a toujours à la fois une volonté peut-être politique d'aller vers la simplification, mais quand on regarde aujourd'hui au niveau du concret des commerçants, si vous voulez, on a quand même d'un côté, il y a des gens qui peuvent attendre jusqu'à 2021 pour voir s'ils vont nous payer la TVA. Puis le petit commerçant qui n'est pas forcément censé, lui, on lui dit non seulement tu payes, mais en plus, on va te demander d'investir. Là, il y a à un moment donné deux poids, deux mesures. Ça râle, j'allais dire, dans les chaumières. Je pense que ça ne fait pas plaisir. Hein. Oui. Clairement, Jacques, vous avez un certain nombre de fédérations qui nous ont demandé de monter au créneau pour voir si on pouvait retarder les choses, mais ça n'a pas été le cas. Alors, William Koeberlé, avant d'inviter Christophe Enjolras, qui va nous présenter un certain nombre de nouveaux concepts de retail, de magasins, je me demandais, puisque ça fait en ce moment la une de l'actualité, pourquoi la vieille opposition entre magasins de centre-ville et magasins périphériques ressortait à nouveau. J'ai l'impression que c'est un peu une sorte de combat d'arrière-garde d'il y a une cinquantaine d'années. Vous en pensez quoi ? Moi, ce que j'en pense, c'est qu'il y a un vrai problème de centre-ville. Tout le monde... il suffit de lire à droite et à gauche les taux de vacances qui ont dépassé les 10% et dans certaines villes vont bien au-delà. Donc il y a un vrai souci. Et donc là, c'est important effectivement qu'on s'en occupe. J'ai juste envie d'ajouter que dans la périphérie, le pourcentage est à peu près le même. Donc c'est un problème de commerce. Et à mon sens, si vous voulez, je crois que c'est bien que des opérations aujourd'hui, que ce soit au niveau du Sénat, que ce soit au niveau des parlementaires, des députés, que ce soit au niveau de l'opération qui est par Marcon, qui a lancé un certain nombre d'auditions, ça permet de formaliser les choses. C'est-à-dire qu'est-ce qui est
de l'ordre du symptôme, parce que chez le commerce, souvent, quand il ne va pas dans un centre-ville, c'est parce que derrière, il y a d'autres causes. Est-ce que ces causes, c'est de l'urbanisme? Est-ce que c'est les loyers qui sont trop chers? Est-ce qu'à un moment donné, il y a les parkings, etc. Et puis, de toute façon, l'ensemble des villes, il y a d'un côté les métropoles, il y a des villes qui sont plus petites, il y a des villes touristiques et autres. Je dirais que le débat, à mon sens, est beaucoup plus compliqué, et pour répondre à votre question, qu'une opposition entre périphérie et centre-ville. Je dirais que c'est facile de trouver un bouc émissaire, on ne résoudra rien. Il faut qu'à un moment donné, on puisse travailler sérieusement sur les vraies causes, et on a besoin de centre-ville qui soient beaucoup revitalisés, effectivement. Très bien. Merci beaucoup, William. On aura le plaisir de vous retrouver tout à l'heure. On peut vous applaudir. Merci beaucoup, William Koberlé. Allez, comme prévu.